Le président par intérim Dioncounda Traoré se remet petit à petit de l'agression dont il a été victime. Le Premier ministre en visite à Paris l'a vu et échangé avec lui sur la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays. L'hivernage arrive à grands pas. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement a visité les collecteurs. Alpha Bokar Nafo annonce une vaste opération de curage. Sport football, le championnat national de Ligue 1, 22e journée. Pas de vainqueur entre le Stade malien et le Djoliba AC 0-0. Nous sommes 14 juin. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est à Paris. Le chef du gouvernement est allé s'enquérir de l'état de santé du président de la République par intérim Dioncounda Traoré, qu'il a rencontré et avec lequel il s'est entretenu sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Le président par intérim se remet petit à petit de l'agression dont il a été victime. Au programme de la visite du Premier ministre à Paris, des rencontres avec plusieurs personnalités. Aïssata Ibrahima Meiga. Il est 16h ce jeudi 14 juin 2012 au 17e étage d'un hôtel à Paris. Première image du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, après l'agression dont il a été victime en mai dernier. Et depuis en convalescence dans la capitale française, il a reçu le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Le chef du gouvernement qui arrive d'une visite de 48 heures en Algérie où il a eu des entretiens constructifs avec les plus hautes autorités de ce pays sur la situation sécuritaire dans notre pays. À Paris, le docteur Cheikh Modibo Diarra a déclaré à la presse être venu s'enquérir de l'évolution de la santé du président Dioncounda Traoré, visiblement un homme qui recouvre sa forme. Moment de retrouvailles pour les deux personnalités, occasion de passer en revue la situation politique, sociale et sécuritaire à l'intérieur du Mali. Et justement, au cours de cette rencontre qui s'est prolongée une bonne partie de l'après-midi, Cheikh Modibo Diarra a fait le point de son séjour algérien au professeur Dioncounda Traoré. Le séjour parisien du Premier ministre malien prévoit demain vendredi une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce sera au Quai d'Orsay. Déjà aujourd'hui, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, a été reçu par le président de la République du Mali, Dioncounda Traoré. Avant Paris, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra était à Alger. La journée de mercredi a été donc une journée chargée pour le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et la délégation qui l'accompagne. Les travaux commencent dans sa résidence par un huis clos avec son homologue algérien et les responsables militaires des deux pays pour finir dans une des résidences d'État avec un entretien de près de 4 heures avec le président Bouteflika. Les échanges consacrés essentiellement à la crise sécuritaire dans le nord du Mali. Aboubakar Traoré et Aïssata Ibrahima Meiga. Visite de 48 heures du Premier ministre malien en Algérie, Cheikh Modibo Diarra, qui a quitté Bamako le mardi en fin de journée, est arrivé à Alger après plus de 4 heures de vol. Mercredi matin, après un tête-à-tête entre les deux premiers ministres et leur chef militaire, Cheikh Modibo Diarra a aussitôt eu ses premiers entretiens au sommet avec le président de la République populaire d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika. Un tête-à-tête entre les deux personnalités qui aura duré près de 4 heures et avec un sujet essentiel, la crise sécuritaire qui prévaut au Mali depuis quelques mois. Des échanges fructueux seront Cheikh Modibo Diarra qui a exprimé son optimisme quant à l'accompagnement de ce pays frère dans la recherche d'une issue favorable à cette crise qui perdure. Je peux vous dire que je suis venu voir le président de la République d'Algérie, qui est un pays frère et un pays ami et un voisin, à ma première sortie en recherche de solutions pour le problème du Mali. Et donc je suis venu avec le président de ce pays, donc frère, qui nous a accompagnés tant de fois lorsque nous avons eu des problèmes similaires, pour venir écouter la voix de la sagesse, lui exposer les options auxquelles je pensais, que je considérais, et vraiment prendre conseil auprès de lui. Et du coup, je repars avec beaucoup d'espoir et surtout chargé d'un sentiment
de patience et de persévérance, et surtout avec une préférence extraordinaire pour une solution avec mes frères qui sont au nord de mon pays. Satisfaction donc pour le docteur Cheikh Modibo Diarra qui voit là les premiers signes d'une prochaine normalisation de cette situation qui concerne l'ensemble des pays du champ, l'Algérie, la Mauritanie, le Niger et bien sûr le Mali. Il s'agissait d'expliquer aux autorités algériennes la situation au Mali, et particulièrement la situation dans le nord du Mali, avec les options qui sont offertes par le gouvernement. Et la première de ces options, c'est la négociation et le dialogue. Sur le point focal de ces entrevues entre Algériens et Maliens était la crise sécuritaire au Mali. Les deux parties ont mis à profit cette visite pour faire également le point de la coopération bilatérale. Accompagne le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra dans cette visite, le ministre de la Défense et des anciens combattants, celui de la communication porte-parole du gouvernement, le directeur général de la sécurité d'État et plusieurs officiers supérieurs de l'armée malienne. Il y a une possibilité pour nous de bénéficier de l'aide de l'Algérie, quelle que soit l'option. Et une option qui s'imposerait à nous, si la première échouait, il s'agirait de l'option militaire. Étant entendu qu'il y a une troisième option, qui est celle du statu quo, qui est inacceptable, qui est intolérable. Et cela a été réaffirmé tout au long de ces longs entretiens que le président Bouteflika a eu l'amitié de consacrer à la délégation malienne. Alors, si ce n'est pas encore la stabilité effective tant recherchée, c'est en tout cas un signal fort, voire un acte qui dessine les contours de l'avènement de la paix au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Conviction affichée par la délégation malienne qui continue sur Paris pour 3 jours de visite officielle. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que les personnes détenues dans le cadre des événements du 30 avril dernier jouissent de tous les droits qui leur sont reconnus par la loi. Les avocats des intéressés peuvent les rencontrer sans entrave. Toute personne interpellée bénéficiera de tous les droits reconnus au Mali. De même, personne, quel que soit son titre ou sa fonction, ne saurait être au-dessus de la loi. Les personnes détenues bénéficient de la présomption d'innocence telle que prévue par la loi et les conventions internationales dûment ratifiées par notre pays. En relation justement avec la situation des détenus, une délégation du Bureau national de l'AMDH conduite par son président, comprenant entre autres Sékou Konaré, secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires, El Boukari Ben Sayouti, secrétaire général de la section de Tombouctou, Ibrahima Harouna Touré, président de la section de Gao. La délégation s'est rendue à la garnison militaire de Kati ce jour, jeudi 14 juin, afin de s'enquérir des conditions de détention des militaires et civils arrêtés suite aux événements d'avril à mai 2012. Au total, 42 militaires et policiers ainsi que 3 civils ont été visités dans leur chambre de détention et auditionnés librement. Aussi, il en ressort que les conditions de détention vont en s'améliorant ainsi que les détenus sont nourris, soignés et traités correctement et que certains d'entre eux ont reçu la visite de leurs avocats, de leurs familles et de diverses autorités civiles et militaires, dont le ministre de la Justice. Toutefois, l'AMDH recommande que ces détenus militaires soient rapidement transférés dans les structures d'accueil prévues à cet effet et conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa 2 de la loi numéro 00055 du 16 décembre 2002. Qu'aussi les civils détenus soient transférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako.
L'actualité sur notre chapitre, la mission de haut niveau de la Banque mondiale poursuit sa prise de contact avec les autorités. Elle a été reçue ce matin à l'Assemblée nationale et au Haut Conseil des collectivités. Dans ces deux structures, la mission a échangé avec les présidents des institutions sur la situation sociopolitique actuelle du Mali. Des échanges, on note une convergence de vues entre les différents acteurs. C'est du moins l'avis du directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Ousmane Diagana, à sa sortie d'audience, est au micro de Mohamed Diarra. C'est une mission d'évaluation des critères que nous avions considérés pour suspendre nos interventions au lendemain des événements du 22 mars. Et dans ce processus d'évaluation, nous devons rencontrer un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'institutions. Et parmi ces institutions, l'Assemblée nationale, au regard de sa place dans la Constitution, au regard de son mandat, est une institution fondamentale. Donc c'est le sens de notre visite aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a discuté des événements du 22 mars, de leur impact sur les populations maliennes, des arrangements qui ont pu avoir lieu depuis lors et de l'appréciation de l'Assemblée nationale par rapport à ces événements. Nous avons également expliqué que la Banque mondiale est un partenaire du Mali de longue date. Nous travaillons sur des questions de développement, mais nous sommes conscients que le développement ne peut pas avoir lieu, qu'il ne peut pas se prospérer, en tout cas si les conditions de sécurité et de paix ne sont pas réunies. Donc c'est autour de ces questions-là que nous avons échangé. Les informations que nous avons vont être regardées, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a une forte convergence de points de vue que nous avons pu avoir entre tous les acteurs que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement s'est rendu ce matin sur le site de certains ouvrages réalisés dans le cadre de l'assainissement du district de Bamako. Alpha Bokar Nafo a visité le collecteur de Sogo-Nafi, situé en commune 3, et celui de Balasako en commune 2, ainsi que la station d'épuration d'eau industrielle de Sotuba. La construction anarchique des magasins et ponts sur les collecteurs et leur engorgement par les déchets solides sont entre autres problème recensé. Une vaste opération de curage sera menée très prochainement pour déboucher ces ouvrages. La visite a été effectuée juste après une pluie qui s'est abattue sur Bamako. Agali Aguissa. Nous sommes en début d'hivernage et notre capitale a besoin de mécanismes de drainage d'eau très solides. C'est dans ce cadre que le ministre en charge de l'environnement a visité certains collecteurs du district de Bamako. Le collecteur de Sogo-Nafi en commune 3 et celui de Balasako en commune 2 sont les ouvrages visités. Nous avons vu les grands collecteurs. À Bamako, nous avons vu les collecteurs et nous avons vu les boutiques qui sont bâties sur ces collecteurs, avec tous les problèmes que cela pose. Nous avons vu également au niveau du quartier sans fil, les collecteurs qui sont encombrés avec les détritus plastiques surtout, et le niveau du pont qui empêche ces détritus de passer, et tous les problèmes que cela pose. Des problèmes qui plongent une partie des riverains de ces ouvrages dans un calvaire pendant la saison des pluies. Chez nous, on ne peut plus rentrer quand il pleut. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus sortir parce qu'il y a de l'eau partout. C'est des sacs de sable que nous mettons devant nos portes pour que l'eau ne nous envahisse pas comme par le passé. La décharge de certains déchets solides dans les collecteurs et les constructions anarchiques constitue un acte d'incivisme qui peut être source de dégâts à la suite des fortes pluies. C'est pourquoi, au-delà de l'opération de curage des caniveaux, l'entretien des ouvrages ne peut être pérenne qu'avec l'appui de toute la population. Nous devons ensemble trouver les solutions idoines pour pouvoir circonscrire toutes ces difficultés. Nous avons déjà procédé à des réunions au niveau interne et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les travaux puissent commencer dans les meilleurs délais possibles. Le curage des caniveaux et également l'assainissement au niveau des grands collecteurs. Le ministre a également visité la station de Sotiba. La structure est confrontée au dysfonctionnement de certaines unités de traitement et une rupture des eaux usées dont une certaine quantité est indispensable pour le fonctionnement des machines. Une rupture due à la reconversion de certaines usines. Le ministre Nafo
avait rencontré auparavant l'ensemble du personnel de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances et celui de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali. On reste avec le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement qui a présidé la journée scientifique sur la problématique de l'économie verte et la dégradation des terres couplée du lancement du concours sur la promotion du développement durable à travers la 13e édition de la quinzaine de l'environnement. Au cours de la journée, plusieurs thèmes seront débattus comme l'économie verte, enjeux et perspectives pour le Mali, la gestion durable des terres, sécurité et gestion des ressources naturelles, santé et environnement. Adama Tangara. La 13e édition de la quinzaine de l'environnement se déroule dans un contexte particulier qui a eu son impact sur la programmation des activités. C'est pourquoi la Commission nationale d'organisation a décidé de faire des activités symboliques. D'où cette journée scientifique est couplée le lancement d'un concours sur l'identification des bonnes pratiques en matière de développement durable dans notre pays. Pour la journée, le panel qui va se dérouler est conçu autour de 4 communications, entre autres l'économie verte, enjeux et perspectives pour le Mali, la gestion durable des terres, ce qui traduit la substance des thèmes, à savoir la promotion de l'économie verte et la lutte contre la dégradation des terres. L'économie verte a été choisi cette année par le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est dans un souci d'intégrer la gestion des questions environnementales dans les programmes de développement. Il s'agit effectivement de dire qu'une économie verte, c'est une économie qui milite pour le développement social. PNUD et ses partenaires et les partenaires du Mali seront à nos côtés, à vos côtés, pour l'atteinte de ces importants objectifs de développement durable, et ceci pour une meilleure réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Il est tout aussi utile que des personnes ressources se penchent sur certains concepts pertinents comme l'économie verte, la gestion durable des terres, la santé et l'environnement. J'invite donc tous les acteurs à tisser des liens de convergence en s'informant sur la stratégie nationale pour une économie verte et résiliente au changement climatique déjà élaboré par l'Agence de l'environnement et du développement durable. Cette belle initiative pour laquelle les autres pays nous envient et dont le ministère en charge de l'environnement doit rapidement initier le processus de labellisation. Le processus d'élaboration de plans sectoriels qui sera issu de la journée devra permettre au Mali de définir sa vision sur le moyen et long terme pour une économie verte et résiliente au changement climatique. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré aujourd'hui la journée du donneur de sang. Le thème choisi cette année est « Chaque donneur de sang est un héros ». Un thème incitatif vu le nombre insuffisant de donneurs volontaires. Pourtant, plus de 25% des décès maternels sont causés par hémorragie chaque année, dont 99% survivent dans les pays en développement. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la journée avec Tchemoko Konaté. Le don de sang est un geste humanitaire quand on sait qu'au niveau mondial, 20 à 50 millions de personnes sont victimes des accidents de la circulation chaque année. Mais le constat est que les donneurs volontaires de sang semblent être peu nombreux. Non, je n'ai jamais été là-bas pour donner mon sang. L'édition 2012 de la Journée mondiale du don de sang se situe dans le cadre de l'intensification des actions de sensibilisation de la population en vue de l'accroissement du nombre de donneurs volontaires. Le thème choisi, à savoir chaque donneur de sang est un héros, est plus que jamais incitatif. Il n'est jamais trop tard et trop d'insister sur la transfusion sanguine et de rappeler que la transfusion sanguine est une composante essentielle et indispensable des soins de santé. Elle constitue souvent l'unique buée de sauvetage, notamment dans la prise en charge efficace et rapide des femmes, des enfants et des hommes atteints d'hémorragie et d'anémie grave et très sévère. Les actions entreprises par les pouvoirs publics semblent porter fruit. La création de l'association des donneurs volontaires de sang est assez illustrative. Depuis sa création, l'association des donneurs bénévoles de sang, de concert avec le CNTS, organise des campagnes de sensibilisation, des collectes de sang au niveau des établissements scolaires
au niveau des universités, de l'administration, des sociétés entreprises d'État, privées aussi bien, pour pouvoir relever le niveau des donneurs bénévoles. Pour la consolidation des acquis, le gouvernement a élaboré un plan décennal stratégique d'action qui s'étend de 2012 à 2021. Je puis vous assurer que mon département ne ménagera aucun effort pour l'effectivité de la mise en œuvre de la politique nationale de transfusion sanguine, dont les orientations et les axes stratégiques figurent en bonne place dans le nouveau plan décennal socio-sanitaire 2012-2021. La cérémonie de lancement de la journée a vu décerner des attestations de reconnaissance aux partenaires et à d'autres donneurs volontaires de sang. Les ressources humaines de la police se renforcent. 741 sergents stagiaires ont reçu leur diplôme de fin de formation ce matin à l'École nationale de police. Ces policiers ont appris les techniques de secourisme, de renseignement et d'éducation au cours de leur formation. La promotion porte le nom du capitaine Feu Amadou Touré. C'était sous la présidence du ministre de la Sécurité intérieure, de la Protection civile, qui avait à ses côtés celui de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Ils sont 741 sergents stagiaires, toutes spécialités confondues, à recevoir leurs épaulettes ce jeudi. Ces jeunes fonctionnaires, au nombre de 743 au départ, constituent désormais la 23e promotion des sous-officiers de l'École nationale de police, baptisée promotion Feu Demba Keita. L'un des sergents stagiaires est décédé 5 jours avant la cérémonie officielle de sortie, pendant que le second se trouve hors du Mali. La 23e promotion des sous-officiers d'un effectif total de 743 élèves est composé comme suit: 661 garçons et 82 filles ainsi répartis, 681 généralistes, 2 techniciens de santé, un technicien en informatique, 5 agents de transmission et 54 chauffeurs. Ces élèves sous-officiers ont été initiés et formés pour protéger, secourir, renseigner et éduquer les citoyens selon les circonstances. Vous, sous-officiers de la promotion Feu Demba Kanté, auquel je m'adresse à présent, il vous a été donné certes d'admirer le bon policier dans ses nobles actions ou au contraire de réprouver le comportement condamnable de ceux qui nous déshonorent. Tirez-en une vraie leçon de vie professionnelle pour toujours mieux servir ce peuple qui nous donne tant. C'est au pied du mur qu'on connaît le savoir-faire d'un maçon, dit-on. Il reviendra aux jeunes policiers de tirer profit de ce qu'ils ont appris à l'école par leurs actions quotidiennes. Conscient du fait que nous constituons le maillon sécuritaire le plus proche des populations et par conséquent le premier rempart contre l'insécurité grandissante, nous nous engageons à y faire face avec enthousiasme et détermination. Auparavant, les ministres de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, ainsi que celui de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, ont procédé à l'inauguration du portail de l'École nationale de police fraîchement rénovée. Cette école a été aussi baptisée Capitaine Feu Amadou Touré, qui fut le premier directeur administratif en 1972, date de sa création. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du gouvernement suite aux événements survenus le mardi 12 juin à Africable, le gouvernement du Mali tient à réaffirmer son attachement à la liberté d'expression et mettra tout en œuvre pour en garantir l'exercice. Le gouvernement tient à préciser qu'il n'a mandaté aucune personne ou groupe de personnes pour empêcher la diffusion d'un élément sur Africable ni sur aucune autre chaîne de télévision. Le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident et identifier les auteurs conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
Le gouvernement et ses partenaires ont procédé à la remise du bon d'enlèvement du don aux maires des 6 communes de Bamako en faveur des populations déplacées des régions nord. Ce don se compose de vivres et de moustiquaires imprégnés. Il s'agit maintenant aux maires de distribuer le don aux bénéficiaires qui sont déjà répertoriés grâce au concours du Coren. Boubacar Sissoko. Au Mali, la solidarité agissante et l'hospitalité sont des valeurs fondamentales. Ainsi donc, pour soulager les peines et les souffrances des populations déplacées des régions du nord du Mali, le gouvernement et ses partenaires viennent de faire une importante donation de vivres en faveur des populations accueillies dans les 6 communes du district de Bamako. Les bons d'enlèvement du don ont été remis aux maires des 6 communes. Nous allons remettre un bon aux responsables de chacune des communes au nom des populations déplacées, et qui va comporter 20 tonnes de riz, 500 litres d'huile, 500 kg de sucre, 100 cartons de tomates, 500 boîtes de lait et la scolarisation pour 300 enfants déplacés sur l'ensemble du district de Bamako. Dans le cadre de cet élan d'assistance, l'OMS a remis au gouvernement malien 10 000 moustiquaires imprégnés pour ces populations déplacées à Bamako. L'engagement que nous prenons, c'est que nous allons continuer à appuyer les collectivités territoriales, notamment les communes, pour que ces produits-là arrivent aux destinataires. C'est pourquoi le ministre en charge de la solidarité en appelle aux Maliens d'assister les populations des régions du nord du Mali occupées par la rébellion. Après cet événement, le ministre a promis de se rendre à Sikasso pour secourir les déplacés qui sont arrivés en 3e région. La solidarité continue à l'endroit des populations du nord de notre pays. Le Centre national des œuvres universitaires a offert un important lot de matériel au collectif des ressortissants du nord Coren. Reportage Djemba Moussa Konate. Quoi de plus normal que de doter les élèves déplacés du nord du Mali en matelas, draps et moustiquaires en cette période hivernale. Ce geste du Centre national des œuvres universitaires CNU vient soulager les élèves déplacés tout en leur permettant de dormir dans de meilleures conditions. Nous pensons que ce geste est salutaire parce que pour que l'élève puisse aller en classe et travailler, c'est qu'il a bien dormi. Le fait simplement d'être déplacé fait en sorte qu'il y a un stress que l'enfant vit. Et si au moins il a un environnement adéquat dans lequel il peut évoluer, et nous pensons que c'est une bonne chose. Tout n'est pas l'argent, c'est le geste qui compte. C'est donc témoin que l'action humanitaire est transversale. Pour nous, c'est encore une manifestation du fait que la solidarité non seulement elle est nationale, mais aussi elle est transversale. Donc chacun de nous à son niveau, chacun des départements à son niveau est impliqué dans les actions humanitaires. C'est plutôt l'émotion qui entoure toujours ces situations parce que c'est pas agréable, surtout quand on vient d'entendre qu'il y a des enfants qui sont venus sans parents et qui se retrouvent aujourd'hui seuls, donc pour lesquels on doit faire face à leurs besoins d'éducation, leurs besoins alimentaires, leurs besoins d'entretien, leurs besoins surtout d'encadrement parce qu'il faut qu'ils aient une assistance pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. La représentante du collectif des ressortissants du Nord Coren à l'événement a rassuré que bon usage sera fait des matériels. Dans le même chapitre, plusieurs tonnes de riz, la somme d'1 million de francs CFA, c'est le don remis au Haut Conseil islamique du Mali. Le geste est de l'association de la Ligue des étudiants maliens en Arabie Saoudite et de la Maison de l'Afrique Mandingo au Canada. Alpha Meiga. Profondément bouleversé par l'ampleur de ce que vivent les populations du nord du Mali, c'est dans ce contexte que chaque Malien ou ami du Mali à travers le monde apporte son soutien ça et là. C'est le cas ici de la Maison d'Afrique Mandingo dirigée par Mariam Si Diawara et dont le siège se trouve à Montréal au Canada. 1 million de francs CFA comme son aide aux populations du Nord. Le Haut Conseil islamique du Mali, qui, dès le début de ce conflit meurtrier dans le nord du Mali, n'a ménagé aucun effort, non seulement pour apaiser la situation conflictuelle, mais aussi pour ouvrir ce qu'on appelle un couloir humanitaire. Ce geste noble, pensons que ce geste du Haut Conseil islamique, en réalité,
n'est que l'expression de ce que tous les Maliens ressentent. Je pense que le Mali a suffisamment de ressources pour que nous puissions rebondir et oublier cette crise. Autre geste, autre association, la Ligue des étudiants maliens en Arabie Saoudite. Ce sont des tonnes de vivres remis au Haut Conseil islamique pour les populations en détresse dans le nord du Mali. Quelques versets du Saint-Coran ont été lus pour implorer le Tout-Puissant afin que la paix, la quiétude reviennent sur l'ensemble du territoire de la République du Mali. L'élan de solidarité aussi de la délégation de l'Union européenne à l'endroit des enfants déplacés des régions nord du Mali, il s'est traduit par l'organisation d'un spectacle de marionnettes. C'était au centre de formation de Niamana. Tout au long du spectacle, les marionnettes ont livré à l'assistance des messages de paix, de convivialité et de solidarité, histoire de démontrer l'indivisibilité du Mali. Mohamed Diarra. Le choix du centre de formation de Niamana pour ce spectacle s'explique par le fait que cette structure accueille des déplacés des régions du nord malien. Parmi les pensionnaires de ce centre figurent les enfants. Des enfants qui ont besoin de ce élan de solidarité entrepris par la délégation de l'Union européenne. 45 minutes de spectacle sous la direction du maestro Yaya Koulibaly, le célèbre marionnettiste. Le spectacle le plus émouvant, c'est le retour de l'empereur du Mali. Nous sommes en 1324. À travers cette mise en scène, la marionnette nous livre un message de paix, de convivialité. Elle met tout simplement en exergue l'unicité du Mali. C'était comme si c'était le retour de l'empereur du Mali, de la Mecque, pour proposer aux Maliens justement l'unité, l'amour, le partage, pour dire qu'on est un, indivisible, qu'on est un et que nous sommes des frères et des sœurs. Que s'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se mettre ensemble pour accompagner les enfants tout court, pour que les enfants aillent vers vraiment une prospérité. Ce spectacle annonce les couleurs de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Le thème de cette année, appel d'urgence en faveur des enfants du Nord, rime bien avec la situation politique et sociale que vit actuellement le pays. Nul ne peut ignorer la situation qui prévaut dans le nord du Mali et ses multiples conséquences humanitaires incalculables. Par cette activité aujourd'hui, la délégation de l'Union européenne au Mali veut montrer sa solidarité envers les déplacés du Nord en général et les enfants en particulier. L'Union européenne s'attelle à trouver une solution pour la crise du Nord, pour rétablir l'intégrité territoriale du Mali. La délégation de l'Union européenne a remis la somme d'1 million de francs CFA à la commission de crise de l'association des groupements d'églises du Mali. Les tout petits, accompagnés de leurs parents, n'ont pas boudé le plaisir qui leur était offert. Ils ont chanté et dansé au rythme des marionnettes. L'actualité dans nos régions, en 5e région, plus de 14 000 personnes bien ciblées des 11 communes du cercle de Djenné vont bénéficier du programme alimentaire d'urgence du PAM et de CARE International au Mali en partenariat avec l'ONG Association pour l'appui au développement intégré basée à Djenné. Le lancement du dit programme a eu lieu dans la localité de Gomitogo, commune rurale de Ponderi. Jules Sambou Sissoko. Moment bien choisi par le PAM et CARE International et leurs partenaires, l'ONG Association pour l'appui au développement intégré, AAD, pour procéder au lancement de ce programme alimentaire d'urgence à Gomitogo dans la commune de Pondori, cercle de Djenné. Programme qui concerne 1000 personnes ici et plus de 14 000 à travers 11 communes du cercle de Djenné. Cette opération consiste à assister les personnes vulnérables, un certain nombre de personnes qui sont déplacées, certaines qui sont victimes de la sécheresse qu'il y a eu récemment, et également les femmes enceintes, les femmes allaitantes et puis les enfants qui sont à risque d'être malnutris et également ceux qui sont malnutris. Elles répondent essentiellement au ciblage qui a été fait par le système d'alerte précoce qui a défini à travers tout le pays, c'est pas juste Djenné, et c'est sur cette base-là que ces communes sont ciblées et que l'assistance est apportée. Cette initiative est mise en œuvre dans la bonne complémentarité et le dynamisme au seul profit de ceux qui en ont le plus besoin. Les distributions concernent, comme vous l'avez dit, à la fois les personnes déplacées, parce que pour eux c'est assez urgent. Il y en a qui sont dans des situations vraiment très difficiles, ils arrivent sans rien. Ils n'ont même pas de quoi manger. Avec l'appui de nos partenaires du PAM, il est prévu que ces distributions aient lieu au moins jusqu'au mois de novembre, voire éventuellement jusqu'au mois de décembre.
Les populations bénéficiaires, par la voix des autorités locales, ont salué les généreux donateurs et exprimé leur soulagement pour cette action humanitaire et la série de remises de l'eau consistant et précieux, composée de mil, de petits pois, d'huile, de plombissap, un complément alimentaire et de kits de déplacés, s'enchaîna dans la joie et la discipline. Près de 120 millions de francs CFA constituent le coût des activités de la campagne d'examen médical complet couplé d'un déparasitage systématique des élèves de 76 écoles des cercles de Ségou et Massina. La révélation a été faite lors du comité de pilotage du volet santé de la Fondation Intervida Mali. Depuis Ségou, la correspondance de Amaguiré Ogobaradolo. Pour ce comité de pilotage, ils sont 200 responsables politico-administratifs, socio-sanitaires, socio-éducatifs et partenaires de l'école malienne des cercles de Ségou et Massina. Ce collectif a partagé le bilan 2011 de la campagne d'examen médical complet, couplé d'un déparasitage systématique de 29 000 élèves fréquentant 76 écoles partenaires de la Fondation Intervida Mali. Au cours de l'année 2011, le secteur santé d'Intervida Mali a réalisé, toujours en collaboration avec les services de santé compétents, les directeurs d'école, les parents d'élèves et les CGS. Le coût de la réalisation de l'ensemble de ces activités s'élève à 118 077 966 francs CFA. Outre les prises en charge cliniques et individuelles, la Fondation Intervida Mali accompagne les 17 centres de santé de son aire d'intervention et la direction régionale de la santé de Ségou. La Fondation a construit le CESCOM de Banani Sabakoro et assuré la dotation des centres de santé d'incinérateurs. Nous avons voulu partager ces résultats avec vous pour qu'ensemble, nous apportions tous notre contribution à l'amélioration de la santé de nos enfants. Les autorités administratives de la région et celles communales de Ségou apprécient l'impact socio-économique et souhaitent la démultiplication de l'approche. Cette approche doit être dynamisée au niveau de toutes nos structures scolaires de la première année à la 6e année fondamentale, où elle contribue à la réduction de la morbidité. Les témoignages de 4 enfants bénéficiaires d'interventions chirurgicales et de soins ophtalmologiques, puis un débat édificateur ont sanctionné les exposés des médecins-chefs Issa Benzakour de Ségou et Safouné Diakité de Massina. Toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits diffusés dans ce reportage. Du sport dans ce journal, Sport Football, Championnat National Ligue 1. Le match phare de la 22e journée n'a pas connu de vainqueur entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Score final 0 but partout. La rencontre s'est disputée hier au Stade Modibo Keïta. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. Du beau jeu équilibré d'un côté comme l'autre, beaucoup d'engagement, la rencontre retour entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club au compte de la 22e journée ne pouvait en être autrement. Les Rouges, leaders du classement avec 53 points, pouvaient mettre fin à tout suspense en cas d'une victoire dans l'attribution du titre. Et une victoire des Blancs relancerait la partie. Depuis le démarrage de ce derby, les sociétaires de Heremakono pouvaient d'emblée tuer le match. 6e minute, Boubacar Bangoura, après avoir éliminé tout le monde, y compris les gardiens Soumela Diakité des retours de sélection, met son ballon au-dessus de la transversale. La réplique des Blancs arrive à la 23e minute. Le jeune portier Ali Rango veille au grain et sauve les Rouges. Après une demi-heure de jeu, les Sadis prennent l'ascendant sur les hippopotames. Mais les nombreux tirs à distance de Oumar Kida, de Mohamed Cherif Doumbia et de Mouri Magankoïta sont tous anéantis par Ali Rango. 0-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, le Djoliba AC, premier au classement, essaie d'accélérer en faisant entrer Mahman Sissi. Suite à une de ses incursions, met mal à l'aise la défense des crocodiles. 66e minute, Idrissa Namalaiko Traoré de Djoliba AC sort pour anti-jeu. Le stade n'a pas pu profiter de cette infériorité numérique. Et à son tour, 82e minute, il perd Cheikh Mohamed Cherif Doumbia, auteur d'une vilaine faute. Plus rien ne changera au tableau d'affichage. Le nul vaut mieux que rien.
Ça a été un bon match, ça a été un grand match. Les deux équipes ont essayé de faire leur jeu. Je pense qu'on a partagé les points et puis bon, c'est l'essentiel. Chacun a essayé de mettre quelque chose sur place. Bon, on va préparer les autres rencontres et puis ça va. Est-ce que coach, concrètement aujourd'hui, on peut dire que c'est fini pour le titre pour le Stade Malien de Bamako? Bon, c'est pas fini, il reste encore 8 journées. 8 journées, il peut passer beaucoup de choses. Abondant dans le même sens, Alou Badra Diallo, l'entraîneur de Djoliba AC, dira que ce retour a été difficile. Ça a été d'abord un match très joué, très difficile tactiquement. En premier mi-temps, on savait que c'est le derby, quelle que soit la forme du stade et du Djoliba. Quand ces deux équipes se rencontrent, c'est vraiment un gros derby, un gros choc. Donc c'est ce qui n'a pas marché. Ensuite, je pense que je retiens aujourd'hui, avant les cartons rouges, le bon déroulement du match, le bon esprit du match, la volonté d'aller de l'avant. Surtout la première mi-temps a été un peu difficile, surtout nous. Alors on peut dire que le Djoliba conserve ainsi son titre de champion. Même si on avait gagné aujourd'hui, ce n'était pas fini. Le Djoliba AC reste toujours premier du classement avec 54 points à cette longueur d'avance sur le Stade Malien de Bamako qui en a 47. Avant de refermer définitivement ce journal, nous revenons sur les deux communiqués du gouvernement. Le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que les personnes détenues dans le cadre des événements du 30 avril dernier jouissent de tous les droits qui leur sont reconnus par la loi. Les familles et les avocats des intéressés peuvent les rencontrer sans entrave. Toute personne interpellée bénéficiera de tous les droits reconnus au Mali. De même, personne, quel que soit son titre ou sa fonction, ne saurait être au-dessus de la loi. Les personnes détenues bénéficient de la présomption d'innocence telle que prévue par la loi et les conventions internationales dûment ratifiées par notre pays. Ce deuxième communiqué du gouvernement, suite aux événements survenus le mardi 12 juin à Africable, le gouvernement du Mali tient à réaffirmer son attachement à la liberté d'expression et mettra tout en œuvre pour en garantir l'exercice. Le gouvernement tient à préciser qu'il n'a mandaté aucune personne ou groupe de personnes pour empêcher la diffusion d'un élément sur Africable ni sur aucune autre chaîne de télévision. Le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident et identifier les auteurs conformément à la loi et au règlement en vigueur. L'interview de la semaine reçoit aujourd'hui Amadou dit Vieux Paté Diallo, sélectionneur des Aigles du Mali. Au menu de l'entretien, les éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil, le choix porté sur lui pour diriger la sélection malienne après le départ d'Alain Giresse, ses choix en tant que sélectionneur, entre autres. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Demain, l'information reprendra ses droits. 10h, Nyanya Aliou Traoré, 13h, Ndeye Sissoko. 18h, 20h, ça sera Sira Bachili. Merci à nos téléspectateurs du nord du Mali, vivant sous occupation. Avec vous, nous sommes de cœur et d'action. On ne vous oublie pas. Excellente nuit à tous.